qui était assis quelque part dans sa communauté, c'est-à-dire qu'il y avait son roi qui était devant, son roi, dans le roi du village auquel il appartient. Et vous voyez, c'est ça, au fait, la valeur d'un État. Ça a remis les rois à leur valeur, c'est-à-dire que ils doivent se battre pour maintenir cette cohabitation de cet État en état fort. C'est-à-dire que les rois doivent apporter leur participation dans la représentation de ce qu'ils sont et l'honneur qu'ils ont de représenter nos ancêtres, on le disait, dans la construction de ce que nous avons mis désormais ensemble qui nous appartient. Vous voyez ça? Et le Burkina, pour ceux qui ont eu l'occasion de voir, chaque roi qui partait de là est reparti avec la conviction d'être en train de faire ce qu'il doit faire de son royaume pour maintenir la suivi de sa nation et de son royaume, sans être assujetti à un président où c'est lui qui devrait venir s'agenouiller pour le saluer. Alors, à l'occasion, le président s'est agenouillé pour saluer son roi, parce que il s'agissait de roi en ce moment. Mais par contre, au Cameroun, vous avez vu, il a fallu qu'on fabrique d'un président un roi. Si bien que son village n'a plus un roi, parce que lui, il ne peut pas aller taper les mains devant le roi et présenter qu'il est le roi pour refaire ressortir cette valeur, parce qu'on estime que c'est le président de la République et qu'il n'a pas envoyé. C'est ça, en fait. Et c'est justement là où le Cameroun chute, c'est que le Cameroun n'arrive pas à donner la part de choses, du moins de mettre les petits plats dans les gras, à faire ressortir les valeurs. Le Cameroun, plutôt, elle détruit ces valeurs-là, elle fait monter les contre-valeurs, et forcément, ça détruit la société, ça détruit la vie. Et par contre, vous voyez ailleurs, lorsque les valeurs sont respectées, lorsque les valeurs sont mises ensemble, vous voyez que ça fait grandir tout le monde, y compris le président de la République, aussi simplement parce que toutes les valeurs vont ensemble. Donc c'est à peu près ce que j'étais en train d'expliquer avec cette histoire d'auxiliaire et autres, tout ce qui est venu après. C'était une manière de complètement affaiblir, de complètement assujettir les chefs, parce que il devient l'auxiliaire de quoi, en fait? C'est-à-dire que ce n'est pas possible. Il n'y a qu'au Cameroun où le roi est un auxiliaire. C'est stupide, en fait. Vous ne verrez ça nulle part. Ok. Nulle part, en fait. Canon, merci. Je sais que Bikim a émotion. Bikim, vas-y. Oui, bon, déjà, contrairement à beaucoup d'entre vous, moi j'ai reçu une éducation du côté anglophone du Cameroun. Et je sais pas si le terme, ok, good. Si le terme auxiliaire, c'est peut-être nouveau pour le pays francophone, mais nous, chez les anglophones, on nous a appris que depuis l'époque britannique, ils géraient les territoires avec le indirect rule. Donc, c'était les chefs qui géraient et ils rapportaient tout aux Britanniques, parce que le Britannique ne voulait pas imposer les façons de voir les choses aux villageois. Voilà pourquoi ils passaient par les chefs pour administrer. Donc l'auxiliaire là existait depuis. Peut-être c'est parce que le MINAT est venu créer une cacophonie derrière et ça résonne comme si c'était devenu de subordination où les chefs doivent faire les courses de marathon pour gagner les titres et tout ça. Mais c'est pas un thème nouveau, ça existe depuis. Moshe et Nikano, c'est pas seulement au Cameroun, depuis même avant que la République ne devienne République, ça se pratiquait. Donc le président Biya a juste essayé d'élargir ça sur toute l'étendue du territoire, et parce que ça marchait très bien au pays anglophone, et c'est pour ça que le Cameroun anglophone n'avait aucune confrontation avec le colonial masters. On n'avait jamais entendu les guerriers comme le Unyobe ou le Wanje du côté anglophone qui voulaient absolument que les Britanniques partent. Non. Ils voulaient même qu'ils restent. Bikim, c'est pas vrai. La résistance camerounaise, le nationalisme camerounais. Non, il faut que Binam dise ce qu'il veut dire. Non, vas-y, finis ton temps. Oui, donc ce n'est que quand les Britanniques ont compris que le côté anglophone était tellement petit pour administrer ça comme un pays à part entière, ils ont dit, bon, venez au Nigeria ou au Cameroun, et Ndele a fait ce qu'il a fait avec Foncha. Mais apparemment, c'était une façon d'administrer qui fonctionnait bien,
si le président Biya a copié ou prêté cette façon d'administrer, on ne peut que le féliciter. Mais si vous voulez faire de ça tout un problème comme quoi, bon, c'est vrai qu'il y a des chefs qui exagèrent, et surtout les chefs irresponsables qu'on doit dénoncer, mais je trouve que c'est une bonne façon d'administrer. Mais le but ici, c'est pas de dire que le sous-préfet doit venir interroger le chef ou bien convoquer le chef, tout ça. C'était pas de cette façon-là. Ok, merci beaucoup, Vicky. Merci pour ton intervention. Il y a beaucoup d'émotions. Il y a Binam qui veut prendre ta motion. Il y a One Africa. Mais j'aimerais d'abord donner la chance à Alan de toucher dessus, s'il est toujours avec nous, ou bien. Bien sûr. Ok, tu veux un peu parler dessus? Oui, brièvement, je ne vais pas m'attarder dessus, parce que Bekim a évoqué quelque chose concernant l'aspect auxiliaire de l'administration. Il a pris le côté anglophone et il a essayé de faire un parallèle entre le côté anglophone et le côté francophone. Déjà, c'est deux mondes différents, hein, parce que quand on parle on regarde, on remonte à l'histoire. On va voir qu'au Cameroun, la partie britannique pratiquait ce qu'on appelle l'indirect rule, c'est-à-dire que il donnait la possibilité au pouvoir local, de s'auto-gérer. Et maintenant, par la suite, le pouvoir local faisait un rapport du côté de la Grande-Bretagne, ou du moins du Royaume-Uni, faisait des rapports sur comment ça se passait, etc. et tout, et puis ils prenaient les intérêts, ou du moins se prélevaient ce qu'ils avaient à prélever chez le territoire, et puis basta. Et ils ont, dans la partie anglophone du Cameroun, ils ont eu à renforcer l'autorité des micro-États. Laisse-moi finir, s'il te plaît. Quand tu as parlé, je t'ai pas coupé. Donc, ils ont renforcé. Il y a des choses que je ne peux pas laisser passer là. Ils ont renforcé le pouvoir des micro-États, qui étaient situés dans l'actuelle partie du nord-ouest anglophone. Parce que les colons à l'époque, quand ils avaient la possibilité de tomber sur des villages ou des territoires où les chefs savaient déjà, où il y avait une structure sociale assez bien organisée, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ne pas multiplier le nombre d'interlocuteurs qu'ils devaient avoir avec eux? Alors ils ont pris certains chefs qui étaient là issus des grandes chefferies ou des grands royaumes, et ils renforçaient leur autorité et faisaient de telle sorte que les autres petits États là qui rivalisaient ou qui étaient des petits, entre guillemets, des petites tetues face à certaines chefferies, grandes chefferies, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils donnaient plus de pouvoir à ces chefs-là, et faisaient en sorte que les autres chefs donnent plus de respect à ces chefs de grandes chefferies. Qu'est-ce qui s'est passé quand on regarde la partie francophone? C'était totalement différent. Ce n'est pas pour rien que dans la partie anglophone, il y a ce qu'on appelle les fondoms. Il y a 5 fondoms dans tout le nord-ouest Cameroun, parce qu'il y a ces 5 fondoms, c'est l'équivalent de 5 chefferies de premier degré. Tout le reste, c'est les chefferies du 2e, 3e degré, et qui sont tous intégrés dans ces territoires, dans ces fondoms-là. Quand on regarde la partie francophone, qu'est-ce qu'on constate? Les Français, quand ils sont venus, qu'est-ce qu'ils sont venus faire? Au lieu de renforcer l'autorité locale, eux, ils ont fait le direct rule. Donc, ils sont venus, ils ont directement géré, administré le territoire. Et pour pouvoir le faire, parce qu'ils n'avaient pas besoin forcément d'être comme ils étaient directement sur place, donc il fallait fragmenter et diviser certains territoires. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs territoires, plusieurs chefferies à l'ouest, par exemple, qui ont été fragmentés. Bamoun a failli passer. Le royaume Bamoun a failli être décapité. Il a fallu que celui qui a géré le royaume Bamoun après, pendant que Joe était en exil, use de malice, voit préserver le territoire, conserver le territoire Bamoun et maintenir la centralité et la verticalité du pouvoir du roi Bamoun sur l'ensemble du territoire. Mais les royaumes comme Banjou, par exemple, ils n'ont pas échappé, ils ont été démantelés. Les royaumes comme Bandunga ont été démantelés. Il ne faut pas venir dire ici, faire comme si l'aspect l'auxiliaire de l'administration dans la partie francophone est similaire à l'auxiliaire de l'administration dans la partie anglophone. C'est deux mondes différents. D'ailleurs, regardez même dans tous ces pays africains qui sont anglo-saxons, vous allez voir que
tous respectent leur chef. Que ce soit en Afrique du Sud, où il y a tout un programme, il y a tout un financement pour maintenir et préserver l'autorité locale, ces chefs locaux qui existaient avant la création de cet État-là. Au Ghana, au Nigeria, ou même le président, quand il voit le chef, son chef, il s'agenouille, il baisse, il embrasse la chaussure de son chef. Vous allez voir que dans tous ces pays africains anglo-saxons, le pouvoir local, quand je parle pouvoir local, je parle des chefs, ce qu'on appelle aujourd'hui chefs, ils sont respectés par leur population. Mais côté francophone, c'est du bordel, c'est du n'importe quoi parce que le système français a favorisé à ce que l'autorité locale, dont c'est dépositaire de la tradition, ceux-là qui incarnaient à la fois le pouvoir religieux et politique, avant que ces gens-là ne viennent, soient fragmentés et divisés. Donc, il ne faut pas venir faire le parallèle avec ça. En une minute, s'il te plaît, chute rapidement. Je chute maintenant en disant que faut pas venir faire les choses mélangées et faire comme s'il y a un parallèle. Et déjà même, et qui a même permis encore moi je parle surtout de l'Ouest, hein, moi je parle principalement du Brazzaville en particulier, et qui a permis à ce que nos chefs aujourd'hui ne soient pas respectés. Hein, c'est leur autorité qui a été, comment dire ça, divisée ou diluée. Quand on a fait en sorte qu'on nomme des sous-préfets. Qu'est-ce qu'un sous-préfet, ce que le sous-préfet fait dans nos différentes communes là et tout, c'est le rôle qu'occupaient nos chefs avant. À la limite, on pouvait laisser les préfets, mais ils ont encore mis les sous-préfets pour réduire l'autorité du chef, réduire la légitimité du chef, et faire de telle sorte que le pouvoir appartient un peu plus à l'administration. Donc il ne faut pas venir faire de l'amalgame ici, il ne faut pas venir faire des analogies qui ne tiennent pas du tout. C'est pas du tout la même chose. Ok, merci beaucoup Alain. Biki m'attend. Attends, tu veux parler? Il veut juste corriger quelque chose. Non, attends Bikim, tu vas avoir ton temps. J'aimerais vraiment tourner le panel. Attendez s'il vous plaît. Il y a beaucoup d'émotions. Awesome. Non, pour moi, c'est pas la notion. Il veut dire une chose. Il disait ça. Doing good. How you doing, my brother? I'm fucking doing good, bro. So, Good. Yeah, nice. Okay, so I'd like to know what you guys talk today about the panels because I just take the debate on the way. Okay. I will urge for you to wait for a little bit. Let me give you a heads up. Okay. Il y a une Afrique qui reste en motion. Et après, il y avait Binam. Et maintenant, Kim, tu vas prendre la motion de Alan. Et de cuisinier, tu vas parler. De cuisine, s'il te plaît, attends, tu vas parler. One Africa, prends tes 2 minutes de motion. De cuisine, s'il te plaît. Je voulais profiter de l'occasion pour situer les gens dans le débat et pourquoi on en est arrivé à ce débat sur les chefs. C'est parce qu'il y avait des gens qui se plaignaient, qui accusaient les chefs de leur comportement, de tout ce qui les arrive, de ce qu'on voit actuellement, hein, la dégradation de la culture, le fait de s'adonner beaucoup au régime, au pouvoir, au détriment même de la tradition. Il y a eu cet aspect. Et j'ai évoqué l'aspect de l'auxiliaire d'administration, non pas pour dire que je suis d'accord, avec les chefs. En fait, c'est même pour déplorer, vous voyez. Mais c'était juste pour trouver des circonstances atténuantes au comportement du chef, pour dire que il y a aussi cet aspect-là qui les amène à se comporter tel qu'ils se comportent. Je ne dis pas ça pour dire que je suis d'accord, pas du tout. Non. Et moi, je suis de ceux qui pensent que plus tard, il faudrait les reclasser, peut-être les mettre au ministère de la Culture et tout, ou je ne sais pas, ne plus les reclasser comme des enseignants de l'administration. Et comme les autres l'ont déjà développé, Bikim, la notion d'auxiliaire dans un système indirect n'est pas exactement la même chose. Les Anglais les voyaient un peu comme des sous-souverains, c'est-à-dire ils avaient toujours un certain pouvoir, alors que dans le système français, ils les voient comme des subalternes. C'est comme si le sous-préfet, c'est leur hiérarchie. Donc c'est très très différent. Et c'est depuis Ahidjo. Je crois que la loi qui les a fait l'auxiliaire, c'est depuis 1914. Mais le problème, c'est que Ahidjo appliquait différemment. Vous voyez, on peut avoir la même loi, on a un concept différent. Ahidjo respectait les chefs traditionnels, les sous-préfets les respectaient. C'est maintenant sous bien que les choses se sont dégradées. Quelques canaux disent, on a l'impression que le sous-préfet pense que c'est le chef qui doit se couper devant lui, alors qu'avant c'était l'inverse.
Vous voyez? Donc, c'est déjà venu situer le débat. En fait, le problème, c'est que pourquoi les chefs traditionnels, ils sont en train de délaisser la culture et qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez? Pour que cela n'arrive plus, pour changer la donne, en fait. Merci, mon Africain. On va passer à Binam. Binam, prends tes 2 minutes de motion. Oui, merci. Déjà, une chose, j'aimerais que lorsque l'intervenant de qui nous prend la parole, qu'il s'abstienne de lancer Atalakou qui lance au président Kabila, parce que je pense que beaucoup de gens ici ne partagent absolument pas son opinion par rapport à ce régime. Qu'il s'abstienne, et s'il fait ça, je pense que, et notamment Kanouki, voilà, donc voilà, on parle culture ici, et ça s'arrête là, donc je ne veux plus entendre les propos qu'il a lancés à propos du président Biya. Donc pour revenir, autant en Afrique que... Maintenant, il prépare Franck Biya. Toute la petite information. Donc, démontrer, hein, donc, lui, M. Bikim David a fait une confusion en croyant que l'indirect rule, c'est égal au fait d'être auxiliaire ce n'est absolument pas la même chose. Déjà, il y a cette correction que j'aimerais apporter. Et la deuxième chose, c'est que il s'est trompé lourdement en disant que, notamment pour justifier son propos, en disant que dans la zone anglophone, il n'y a pas eu de lutte nationaliste. C'est faux. On a des héros nationalistes qui étaient même membres de l'UPC dans la partie anglophone et qui ont participé à la lutte de libération nationale, même si la lutte n'a pas été aussi prégnante qu'elle a été dans la partie Gracie francophone et en Pays Bassa. On a eu des têtes comme ça, si je me souviens, notamment, oui, je crois, Ndé Toumaza, et il y a d'autres dont le nom ne vient pas. Donc, il y a des héros de lutte de libération nationale, même dans la partie anglophone. Et c'est le temps pour faut que la plupart, contrairement aux colonies francophones, la plupart des pays où il y a eu des luttes de libération nationale sont des colonies où était appliquée l'indirect rule. Donc, il y a plein de pays qui ont été colonisés par l'Angleterre où était appliqué l'indirect rule et qui ont connu des luttes d'indépendance. Je pense notamment au Kenya, vous connaissez tous les exemples de l'Afrique, de la Namibie et autres. Il y a plein de pays, sous tutelle anglaise qui ont connu des luttes de libération. Donc, l'indirect rules n'a jamais empêché le fait qu'il y ait des conflits, notamment pour la liberté et l'indépendance des pays africains. Donc voilà ces deux corrections que je vais apporter. Donc, s'il te plaît, Bikim, de grâce, arrête de lancer tes Atalakou sur Paul Biya. D'accord, j'ai compris, compatriote, mais... Ok, Binam, merci beaucoup pour ton intervention. Bikim, s'il te plaît, tu vas attendre quelques instants. Moi, je ne fais pas la motion. Je vais juste corriger une chose qu'Adam a dit. Et tu vas laisser les Camerounais digérer ça alors que c'était pas une bonne information. Attends, c'est le tour le cuisinier de parler. Please, just wait for your time and you're going to talk. Okay. Le cuisinier, vas-y. Moi, c'est Franck. Et pour commencer, mon grand-père était chef de quartier de 3e migré au Cameroun en Kolingui. Les chefs ont tendance à être délaissés par le gouvernement. Ça veut dire quoi? Il y a par exemple un chef, je crois c'est un chef de Bakongé, un village à Bafan, qui est en prison depuis 2016. Il est en prison pourquoi? Parce que il y a eu un projet de construction d'école dans son village, école publique, que une ONG avait financé et le gouvernement avait refusé. Maintenant, quand il a accepté que l'ONG vienne mettre la première pierre, il s'est opposé et il a retiré son arme pour chasser le gouvernement de venir s'imposer à ce projet en faisant la bagarre et tout. Une balle est partie. Il y a un gars du gouvernement qui, la balle l'a pris. Jusqu'aujourd'hui, de 2016 à 2026, il est en prison. Et il est toujours chef dans son village. Il a fait les requêtes fatiguées à l'administration. Aucune réponse qu'aujourd'hui. S'il y a peut-être un événement dans son village et tout, où il faut demander la permission du chef, on est obligé de partir en prison, lui demander la permission pour qu'il donne son OK avant de revenir faire. Sa chefferie est délaissée comme ça et tout et tout. C'est pour dire quoi? Le gouvernement ne prend pas en considération, parce qu'ils ne sont pas les terres à terre. Le gouvernement ne prend pas en considération les chefferies. Parce qu'ils ont tendance à dire que c'est les sous-préfets qui vont tout gérer. Le sous-préfet ne connaît pas ce qui se passe dans les villages. C'est le chef du village qui connaît ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. Parce que ce n'est pas qu'il s'est nommé à être chef, non. Il a été désigné par les ancêtres pour une chefferie, pour le représenter. Et pourquoi ne pas le laisser s'exprimer
pour donner ses opinions ou pour donner son point de vue. Normalement, il y a un article, bon, comme on a dit, il y a les chefs, normalement, ont un salaire et quand on nomme un par an, chaque chef doit avoir un budget que l'État remet, mais le budget n'arrive jamais dans les chefferies. Le budget n'arrive jamais dans les chefferies. Pourquoi? Parce que quand on décaisse même l'argent, entre eux là-bas, ils mangent l'argent, ça n'arrive pas. Le chef est obligé de collecter avec la population, la diaspora et tout pour réaliser au moins ce qu'il veut faire. Là, c'est pas qu'il faut tout mettre la cause sur les chefs. Il faut aussi voir le gouvernement. Pourquoi le gouvernement ne laisse pas les chefs gérer comme les autres pays le font? Parce qu'ils disent que les chefs là, ils n'ont pas fait l'école et tout, ils ne connaissent rien. On s'en sort pas. Il faut aussi voir pourquoi les chefs se comportent comme ça, on accuser le gouvernement. Ok, il y a plusieurs choses qui se reposent de ça. Franck, vraiment, merci beaucoup pour ton intervention. Le Podol, avant de passer à toi, Bikim va dire quelques mots. Je vais te donner 2 minutes. Tu avais des choses pour Alan et tu voulais aussi recadrer quelque chose, Bikim. Vas-y. Oui, merci. Alan nous a fait comprendre ici que dans le côté anglophone, les chefs traditionnels reportaient à l'Angleterre. C'est faux. Les Anglais avec des administrateurs locaux, très souvent appelés les gouverneurs, chez qui les chefs traditionnels reportaient à eux, qui étaient sur place. Mais lui nous a fait comprendre que c'est en Angleterre qu'on reportait. C'était même pas technologiquement possible. Non. Sur ce que le cuisinier vient de dire, Franck, vraiment, je sais pas si tout concourt pour le prix Nobel de la mauvaise foi, mais venez nous faire l'émotion ici. Comme quoi, il y a un chef traditionnel qui est en prison depuis 2016, et tu fais bien même de citer ce qu'il a fait. Donc, ces chefs d'accusation sont clairs. Tentative d'homicide. Donc, il a tiré sur un Camerounais ou peu importe la personne. Donc, il a failli prendre la vie de quelqu'un avec son arme. Et toi, tu penses qu'il devait être au-dessus de la loi? Après, dans son village, il n'y avait pas d'école. Même si dans son village, il n'y avait pas d'école. Même s'il a fait ça dans une île, quelque part, la loi t'interdit de tirer sur quelqu'un. C'est pas parce qu'il est chef qu'il doit utiliser son arme à feu, surtout une arme létale, pour chasser les gens. C'est pas possible. Le Cameroun n'appartient pas. Le président Biya, à travers ses représentants qui sont les sous-préfets, les préfets ou whatever, ont le pouvoir, ils ont le droit d'exercer le pouvoir du chef de l'État sur l'étendue du territoire. Donc un chef ne doit pas dire que ici c'est chez moi, je ne veux pas le représentant du chef d'État ici. C'est pas possible. Donc s'il est en prison, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit chef. C'est parce qu'il a essayé de ôter la vie à quelqu'un et c'est normal qu'on l'enferme. Non, toi tu prends ça du premier degré. Franck, s'il te plaît. Ici, le truc, c'est qu'on ne coupe pas. On ne coupe pas les gens. Si tu as une émotion pour quelqu'un, si tu as une émotion pour quelqu'un, on va revenir. Tu vois un peu. Donc, garde ta émotion pour Bikim. Le Podol, je veux juste te rappeler ici, on parle Grassfield. Donc, Podol, si tu veux prendre la parole, voici l'opportunité. Ok, merci beaucoup. On va passer la parole. Bonsoir tout le monde. Bon, moi je vais dire ce qui se passe ici, c'est qu'au regard des textes juridiques et constitutionnels, l'administration camerounaise n'a pas le droit d'assujettir les auxiliaires d'État anglophones au délai marginalisé au profit des francophones. L'égalité de la non-discrimination et la protection du bilinguisme sur les principes fondamentaux de l'État. Nous le savons tous, bien que leur application sur le terrain fasse l'objet de vifs débats. Bon. Mais il y a plusieurs mécanismes juridiques qui garantissent l'égalité et encadrent la gestion des agents publics. Nous le savons aussi. Voilà. La Constitution du Cameroun consacre l'anglais et le français comme langue officielle d'égale valeur. Hein? Toute discrimination fondée sur la langue ou la région d'origine est formellement interdite. Nous le savons tous. Bon, moi je comprends pas pourquoi les gens apportent de la discrimination bien des discussions qui n'ont pas de sens. Hein? La loi sur le bilinguisme, par exemple, hein, l'État garantit l'usage systématique des 2 langues dans les services publics et assure le droit pour chaque citoyen d'obtenir des documents et des services dans la langue de son choix.
Les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest bénéficient d'un statut spécial pour ça. Donc, moi, je comprends vraiment pas. Et puis, dans la pratique, de nombreuses critiques et syndicats dénoncent un décalage entre la théorie et la réalité. Les disparités et difficultés souvent soulevées concernent l'intégration des concours. Voilà, moi je comprends pas pourquoi il y a ce genre. Enfin, donc je vais te donner l'occasion de recadrer ce que tu dis parce qu'on ne parle pas sur la langue. Déjà, on ne parle pas sur la langue. Donc, on parle d'autres choses. Si tu n'as pas écouté le live, tu écoutes et on va passer à d'autres personnes. Vas-y, tu peux finir ton temps. Il est dans le sujet. Non, pas vraiment. Je suis dans le sujet, donc vous parlez de la discrimination qu'il y a entre les auxiliaires anglophones et ceux les francophones, non? Non, c'est pas de ça que quelque chose à dire sur ce qu'il vient de dire qui n'est pas exact. Vas-y. Tous les chefs traditionnels au Cameroun, même parfois, particulièrement à l'ouest. Oui, mais tout à l'heure, il nous rappelait le fait que l'État garantit, je ne sais pas trop quoi, l'usage du français et de l'anglais. Ce qui n'est pas réel, parce que nous savons au moins que il faut qu'on soit sérieux. La crise anglophone est devenue une guerre et quelque part dû de ce fait. On peut rappeler, à moins que Bikim veuille faire le jeu de mauvaise foi, que la revendication, certains pans de la revendication étaient liés à ça, liés au fait que la zone anglophone était pratiquement administrée de manière francophone, c'est-à-dire que il y avait des procureurs qui devaient juger des anglophones en français, et ils n'entendaient rien même de l'anglais, donc c'était plutôt l'anglophone qui était obligé de se battre à parler le français. Et on a encore pour souvenance cette grogne dans les universités par rapport à ça. Il faut quand même qu'on soit sérieux. Donc, c'est même parti sur la brutalisation des avocats qui manifestaient par rapport à ça. Donc il faut qu'on soit sérieux quand on veut dire des choses. L'État n'a jamais assumé ce rôle, parce que si l'État n'avait ne serait-ce que fait, et on avait toujours les anglophones que lorsqu'ils finissaient le cursus en anglais, ils devraient repartir faire le français à Yaoundé, voilà, partout. C'est-à-dire que non, il faut quand même qu'on soit sérieux, en quelque sorte. Et même dans l'ère anglophone, permettez-moi de dire le terme, vous avez des manuels qui venaient pratiquement en français. Il fallait, c'est-à-dire qu'on ne se donnait même pas la peine de traduire. Les gars étaient jugés dans les tribunaux par des avocats, par des procureurs qui ne parlaient que le français. Et c'est autant de choses. C'est-à-dire que comme Paul Biya lui-même avait rappelé, il y avait une envie comment il a dit ce mot-là, ça va me revenir, d'assimiler. C'est pour ça qu'il déclara que l'assimilation n'a pas marché. Donc il y avait une volonté d'assimiler. On ne peut pas dire qu'il y avait des langues égales dont on devrait chacun maintenir sa culture et autres, ces machins propres. Et Vidi parlait des tentatives d'assimilation. Il a déclaré ça, je crois en France, quelque part. Il a dit la tentative d'assimilation n'a pas marché. Ça veut dire qu'on avait envie de les assimiler. Et les assimiler à quoi? Quand on parle de ça, à quoi? Alors ça revient directement à ça. Donc ce que tu viens de dire n'est pas exact, parce que sinon on ne devait même pas avoir cette guerre, cette crise au départ, devenir guerre. C'est aussi simple. Tout simplement parce qu'on a voulu les assimiler. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Kano. Vraiment, très belle intervention. On va revenir sur Bikim. Oui. Tu as dit, oui, je voulais dire. Et avec pas. Je voulais dire à M. Rémi que les anglophones, la plupart des anglophones qui étaient obligés. C'est votre micro là. La plupart des anglophones qui étaient obligés de venir à soi après le baccalauréat, la plupart c'était des médiocres, parce que les universités anglophones étaient très exigeantes sur certains points et que tu devais avoir au bac pour intégrer certaines facultés. Donc, vu que soit demandait moins, il ne pouvait que enrôler à soi
Donc ça n'avait rien à voir du fait que c'était un cavet de se transformer en français. C'est parce qu'ils n'avaient pas le niveau. Et je suis désolé pour eux, mais on ne peut pas attacher ce genre de frustration à une sorte de discrimination. Rien à voir. Absolument rien à voir. Et maintenant, si si vous ne voulez pas qu'on envoie les magistrats originaires des autres régions dans le sud-ouest ou le nord-ouest pour exercer le métier pour lequel ils ont été formés dans une école d'administration publique comme l'ENAM, où les cours se font en anglais et en français, parce que quand on enseigne, où on prépare, où on forme un magistrat à l'ENAM, et tous ces cours ne se font pas uniquement en français. Bikim, je vais un peu t'arrêter là parce que ton temps est fini et toi en tant que... Il faut pas m'imposer un couvre-feu quand tu parles des sujets sensibles. Tu parlais de quel ENAM? Non, ici on respecte la loi. Quand ton temps finit, Kano, on va revenir à toi, Bikim. En disant des choses comme ça, c'est comme si le fait que les anglophones sont sortis en 2016 pour faire les protestes et tout, pour toi, je sais pas, tu ramasses ça, tu jettes ça dans la poubelle. Non, je ne jette pas. On va passer à Binam. On va faire une analyse simpliste. Attendez, tu es là, non? On va parler, Binam, vas-y. Je vais te donner 3 minutes, Binam, vas-y. Oui, merci. Je suis vraiment étonné que Bikim tienne ses propos. C'est vraiment étonnant parce qu'il a l'air d'ignorer que la source de ces revendications, ce qui a mené par la confrontation et ensuite par la suite à la guerre qu'on connaît aujourd'hui au Nozo, c'est presque ça principalement. Il faut comprendre un truc, Bikim. Ce n'est pas une question uniquement de langue, mais c'est une question de système. Aujourd'hui, dans le monde occidental, il y a 2 types de droits. Il y a ce qu'on appelle le droit romain. On va dire c'est le droit qui est appliqué dans le monde latin. Quand je parle du monde latin, France, Italie, Espagne et de façon et par le biais de la colonisation, la plupart des pays du monde. Et il y a ensuite le droit anglo-saxon. Le droit anglo-saxon qui est différent, qui est ce qu'on appelle le common law. Et ces 2 choses, ces 2 façons de rendre la justice qui sont absolument différentes. Et ces 2 façons de former les avocats qui sont absolument différentes. C'est aussi contradictoire. Juste que je termine. On ne coupe pas. Le problème qui se pose, c'est que lorsqu'on forme des gens, par exemple, à l'ENAM, même si on les forme en anglais, si on les forme sur le droit romain, quand ils vont au nord-ouest et au sud-ouest, beaucoup des avocats, notamment à Barinda ou à Boya, se forment au Nigeria. Je pense que les personnes anglophones ici peuvent le confirmer. Ils sont formés selon le common law. Donc, ce qui fait que quand ils vont plaider, par exemple, non seulement, très souvent, il y a le problème de langue, donc de traduction, ce qui est une aberration. On est dans un environnement qui est complètement anglophone. Le président du tribunal, les juges, les assesseurs, le procureur parlent en français. Il faut une traduction parce que le peuple en entier parle en anglais. Donc, c'est une aberration déjà, Donc, il y a déjà l'aberration au niveau de la langue. Et en plus, le droit sur lequel les avocats sont formés, qui est le common law, lorsqu'il essaie de rendre justice, le président ne comprend que dalle, parce qu'il ne connaît que le droit romain. Voilà, au-delà des trucs superficiels, voilà, c'était ça le fond du problème. C'est pas un problème de langue, voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'il y a un problème de compréhension fondamentale, il y a un problème essentiel qui est on va dire, vraiment un problème essentiel qui est la dichotomie qu'il y a entre les 2 principes, de justice, à savoir le droit romain et le droit anglo-saxon qu'on appelle, common law. Donc, je suis vraiment surpris. Bikim, moi, je ne sais pas si tu es anglophone, hein, mais c'est vraiment surpris que tu ne connaisses même pas ça, ce qui a été la source d'ailleurs, si vous vous rappelez, c'est la manifestation des avocats et la répression des avocats anglophones. Parce que c'est celui de ça qui a été le déclencheur. Lorsque ces avocats anglophones, qui sont en quelque sorte l'élite, qui font partie de l'élite de la partie de nos frères une partie de l'élite de nos frères anglophones, ont été réprimés, les populations ont pris le relais et par la suite, ça a donné la manifestation qui est dessus. Que tu supportes le régime en place, c'est une chose, mais que soit tu ne connais pas ces faits-là, et là, bon, ton ignorance, ça peut arriver, hein. Mais si tu les connais et que tu les caches ou que tu fasses, enfin voilà, là, par contre, c'est ignoble. Donc, je ne sais vraiment pas ta position, Bikim.
Ok, merci beaucoup Binan, pour ton intervention. Avant de passer à Alan, je vais te donner la chance, Bikim, en 2 minutes de clarifier ce que tu as dit, parce que vraiment, non, ça fait pas bien c'est pas entendre. forcément de clarifier, c'est de me faire entendre autrement. Et déjà, Kevin, je t'implore, nous on souffre beaucoup. Il faut nous organiser les lives 100% anglais, où on doit aussi s'exprimer, parce que j'ai l'impression que je suis mal comprise. Voilà. No, vous savez, mais who told you that you cannot speak in English? Calme, on ne coupe pas. La loi du live. The issue is those I'm speaking to, we don't understand what I'm saying. That's the issue. Le problème ici, c'est que le common law que pratiquent les pays anglophones est presque contradictoire sur certains points avec le droit que pratique le pays francophone. Là, je parle en Afrique et même dans le monde. Je peux vous donner un exemple. Les francophones ont ce qu'on appelle le jungle justice system, où ils sont un peu bruts. Et les anglophones ont beaucoup de protocoles. Ça veut dire quoi? Je vous donne un exemple par pape. Quand nous qui est originaire de Miganga, si moi je suis originaire de Moutenguene par exemple, quand nous arrivons à Moutenguene pour acheter un lopin de terre chez moi, je lui vends la terre et je fais des magouilles sur les papiers quand on se trouve dans les problèmes avec ce lopin de terre que je lui ai vendu et quand on veut me porter plainte. Le processus que quand on va appliquer à Moutenguene pour qu'on puisse même m'interpeller, pour que je puisse répondre de cette transaction-là, c'est tellement long et bizarre par rapport à ce que quand on lui connaît de son côté. Parce que le common law veut quoi? Pour interpeller quelqu'un, il faut un subpoena, il faut le convoquer, il faut beaucoup de protocoles. Et Biya voulait faire en sorte que la justice camerounaise soit la même chose pour tout le Cameroun. Il ne faudrait pas que, pour qu'un avocat quitte Douala pour aller gérer un problème à Bamenda, il se met à lire tout un bouquin de common law pour comprendre encore comment les choses fonctionnent de ce côté-là. Il se mettra à jour, alors qu'il a passé tout son temps à la faculté de Douala ou Yaoundé, à apprendre un droit des francophones qui n'avait rien à voir avec le common law. C'était tellement compliqué que, et même l'administration camerounaise était subjected to that. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, on accuse par exemple Fundi d'avoir hostilité à la République, rébellion, etc. Mais avec le common law, vous ne pouvez pas arrêter quelqu'un et l'enfermer pour ça. Le pire que vous pouvez l'octroyer, c'est le house arrest. C'est pas normal, ça ne se passe pas comme ça si c'était quelqu'un du côté francophone qui avait Bikim, je vais te donner une autre minute, ok, s'il te plaît, chute. Donc, les avocats, oui, je comprends que ils revendiquaient quelque chose qu'ils ont appris toute leur vie et ils voulaient que ça s'arrête. Mais à un moment donné, il faut que nous, si on est un public, on doit pratiquer les choses. Même au Canada, c'est pareil. Je pense pas que le droit qui s'applique aux Québécois est différent de ce qui s'applique aux ceux qui sont à Toronto. Parce qu'ils ont compris que la façon d'interpeller quelqu'un doit être pareil partout. Il y a un avocat qui est dans le barreau du Cameroun, pas dans le barreau du Cameroun francophone, et ils peuvent s'exercer partout sur le territoire sans forcément se mettre à jour sur un bouquin parce qu'il est en train de traverser un territoire qui est régi par le common law et là-bas il faut avoir certaines notions de certaines choses. C'était trop compliqué. On ne pouvait pas progresser comme ça. Mais bon, Biya a fait des compromis, il a cédé, on a traduit les textes au RADA et tout ce qui va avec. Arrête de parler, si vous parlez... Bikim, je pense que tu fais, à ce niveau, si tu fais seulement exprès, mais on va avancer, hein, parce que là, du coup, en français ou en anglais, je ne sais pas si je vais pouvoir t'écouter, parce que tu vas dans tous les sens. Alan, vas-y mon frère, je te donne 3 minutes. Oui, en fait, monsieur, ce que Bikim fait là, je suis un peu quand même surpris qu'ils disent qu'il soit anglophone et qui convoque certains éléments
en faisant certaines choses, en ignorant même les revendications anglophones, qui, je le précise, date de comment dire ça, d'un demi-siècle. Donc ce n'est pas la partie de la crise anglophone de 2016 là, ce n'est qu'une conséquence directe. Ce n'est pas une conséquence indirecte parce qu'elle est beaucoup plus profonde. Elle s'inscrit depuis 1961, où justement il y a eu ce fédéralisme-là qui est né avec un fédéralisme qui est déjà biaisé. Et par la suite, avec la notion de 1972, où les anglophones se sont sentis, en tout cas une partie s'est sentie non respectée par ce référendum qui était un référendum assez verrouillé. Et qui a non seulement ça supprimé le gouvernement et l'assemblée régionale qui existait dans la partie anglophone. Donc venir faire comme si les anglophones sont je sais pas leur problème c'est limite juste à la langue, c'est un peu malhonnête en fait, parce que le cœur de la crise c'est que officiellement le Cameroun est un État bijuridique. C'est un fait. Et la Constitution reconnaît la coexistence du droit civil, donc qui est hérité de la France, et de la Common Law, qui est hérité du Royaume-Uni. Mais quand on regarde les faits, le système francophone domine et écrase la Common Law. Il parle des magistrats, par exemple, qui sont formés à l'INAM, etc. et tout. C'est partiellement vrai parce que quand on regarde l'ENAM, lui, elle forme tous les magistrats du pays, etc., y compris même ceux qui sont affectés dans les régions anglophones depuis, je crois, 1990, où il y a certains efforts qui ont été faits pour introduire les modules de Common Law et des cours en anglais. Mais quand on regarde de plus près, on va voir que la grande majorité des informateurs, des magistrats sont francophones et sont formés au droit civil et ils enseignent la Common Law comme une matière exotique et non comme un système vivant. Là, pour le premier problème, les examens et concours qui sont majoritairement rédigés en français et les sujets de Common Law qui sont peu nombreux dans la formation des magistrats à l'INAM là-bas, par exemple. Le volume horaire, sur les 24 mois de formation, il y a à peine 3 mois sont consacrés à la Common Law. Et le reste du droit administratif, civil et pénal est français. Donc, les magistrats sortant de l'INAM, même anglophones, maîtrisent souvent mieux le droit civil que le Common Law. Et lorsqu'ils sont affectés à Bamenda ou Madoua, ils appliquent des raisonnements juridiques français, ce qui est juridiquement contestable. Et qui, en plus de cela, ils ne parlent même pas souvent l'anglais. Déjà, c'est ça le problème. Pareil même avec des inégalités, où la Cour suprême siège à Yaoundé, tout fonctionne en français. Et les arrêts rendus sur les appels venant des régions anglophones sont souvent rédigés en français. La Common Law est toujours ignorée. Donc ils ne viennent pas faire comme si ça se limite juste à un problème de la langue. Le problème est beaucoup plus profond que ça. Et il ne va pas venir essayer de simplifier ou réduire la raison ou les revendications de nos frères du côté de la partie anglophone dans ce qu'ils proclament, dans ce qu'ils veulent. Voilà, donc la crise anglophone, ce n'est pas une simple guerre linguistique ou tribale ou un conflit de langue, non, c'est un produit historique d'une unification qui a été mal négociée et qui a suivi 50 années d'assimilation forcée par un État unitaire jacobin hérité du modèle français. Donc le problème juridique, l'écrasement de la Common Law par le droit civil, c'est le symptôme le plus visible d'une asymétrie de ce pouvoir. Et même les magistrats formés à l'INAM, même bilingues, ne peuvent même pas courir ce biais structurel parce que l'institution judiciaire reste pensée selon une moule francophone. Et tant que le Cameroun ne reviendra pas à une véritable autonomie judiciaire et législative pour ces régions d'origine britannique, la crise n'aura pas de solution politique durable. Donc voilà un peu. Ok, Alan, vraiment merci beaucoup pour ton intervention. Je vais laisser la parole à Jet. Il faut juste intervenir 2 minutes et puis je dois descendre, s'il te plaît. Une minute. En fait, merci beaucoup, les gars. Vraiment, je suis vraiment choqué d'entendre Bekim. Et au final, je comprends même alors pourquoi la guerre continue jusqu'à aujourd'hui. Si Biya voulait changer le common law, il devait mettre ça sur la table et avoir une conversation nationale. Il dit que c'était compliqué, les avocats qui venaient ici, qui partaient là-bas. Non, s'il fallait changer, pourquoi on ne change pas le GCSE? Au GCE. Pourquoi on ne change pas ça? Pourquoi il ne voulait pas changer? Et donc, si c'est ça qu'il voulait faire, il fallait mettre ça sur la table et avoir une conversation nationale. Et de dire que bon les gars, voici, c'est compliqué, adoptons on avance pour tout le pays. Et on débat dessus, on parle dessus, on avance.
Et que de dire que les gens se sont plaints pour quelque chose, comme Alain venait de dire, des choses fondamentales, alors effectivement, qui existent depuis le mariage des deux régions. Si vous voulez changer parce que c'est compliqué, on peut comprendre que les choses soient compliquées. Effectivement, c'est compliqué. Il faut mettre ça sur la table. Et donc, au final, ça justifie encore même pourquoi nos frères tiennent encore cette bataille. Parce que si c'est ça, the endgame, c'est malsain. Très malsain. En tout cas, merci beaucoup, les gars. Merci. Ok, merci Steve. Merci beaucoup. On va passer à Jet. Jet, tu es là? Oui, je suis là. Merci, bonsoir à toutes et à tous. Merci de donner la parole. Okay. Alors, j'aimerais simplement dire ceci. Nous, au Cameroun, nous sommes dans un enclos qui n'a pas été créé par nos ancêtres, par nos différentes communautés. Et dans ce enclos où le colon nous a forcés à cohabiter, le même colon nous a imposé tous les systèmes qui régissent notre quotidien. En l'espèce, voyez-vous, nous avons donc sur le plan juridique deux systèmes qui sont côte à côte. Et il y a l'un qui voudrait prédominer sur l'autre. Ici en Occident, et particulièrement en Europe, il y a la Cour européenne des droits de l'homme, qui est la juridiction suprême des pays qui ont signé la Convention européenne. En fait, ceux qui sont dans le Conseil européen. Et donc, on retrouve donc la Grande-Bretagne, qui a son propre système. On retrouve la France, qui a son propre système. On retrouve même la Russie, etc. Tous ces pays-là qui ont accepté de reconnaître cette juridiction suprême, supranationale. Et donc, à la Cour européenne des droits de l'homme, ils ont édicté des normes dites internationales. Et parce que quand une décision est prise par la Cour européenne des droits de l'homme, elle s'applique, elle s'impose aux juridictions nationales. Et ça devient une jurisprudence. Donc, dans le cas du Cameroun, vu la réalité du terrain, où d'un côté, il y a le système français, parce qu'en réalité, dans la partie francophone, ce n'est rien d'autre que le droit français, dans tous les démembrements. Dans la partie anglophone, c'est le common law. À ce moment-là, on pourrait tout à fait tenir compte de cette réalité-là. Et prenons pour exemple... Et prenons donc pour exemple ce qui se passe au niveau européen, décider pour maintenir la paix. Por favor. Fermez votre micro, s'il vous plaît. Voilà, donc on pourrait donc décider que dans la zone francophone, où il y a déjà cette tradition-là, on va continuer d'utiliser le système francophone. Dans la zone anglophone, le système common law, mais cependant au niveau de la Cour suprême du Cameroun, avoir la même démarche, les mêmes exigences que la Cour européenne des droits de l'homme. Et à ce moment, l'avocat qui voudrait aller exercer dans la zone anglophone, il saurait qu'il devrait mettre à jour ou bien upgrader ses compétences pour être compétent dans ce niveau, dans cette zone-là, vice-versa. Et tout en sachant que la Cour suprême devrait adopter un modèle consensus des normes reconnaissables et acceptées par les deux parties, les deux systèmes. Grand Jet, pour un premier instant, ton temps est fini. On va revenir sur toi. D'accord. Ok, bon, on va recommencer sur One Africa qui avait une motion. Et on va te donner 2 minutes et après on va descendre sur Canon. Vas-y, One Africa. J'ai dit, plus j'ai revenu sur ce que Bekim parle, plus il parle, plus on a l'impression que soit il n'est pas anglophone, soit il ne maîtrise pas du tout le common law.
l'un des aspects, puisque c'est pas seulement la langue, l'un des aspects où on a beaucoup insisté, c'était même le fait qu'on forme les étudiants à l'ENAM. Oh, c'est pas ça le système du common law. Dans le système du common law, on choisit les magistrats parmi les pairs. C'est pour ça que le fait d'Akeremouna, Bernard Mouna, il a été pour la tour président du barreau, bâtonnier, et il a été aussi président, je crois, procureur à Bamenda. C'est comme ça que ça fonctionne. Le fait de former les gens à l'ENAM, c'est déjà dénaturer le common law. Donc il y a tous ces aspects-là qu'il faut tenir. Et il a aussi dit quelque chose, il dit que oui, on veut harmoniser le droit partout. Non. Et il cite le Canada. Je vais te donner l'exemple au Canada. Au Canada, il y a des provinces où on a la majorité à 19 ans, des provinces où on a la majorité à 18 ans. Tu vois, donc on peut tenir compte des spécificités parce qu'il y a des provinces qui sont plus rurales, il y a des provinces qui sont plus en ville, par exemple. Il y a tous ces aspects-là. Donc, harmoniser, ce n'est pas forcément penser que c'est ça la bonne chose. Et c'est ça qui crée même les problèmes. Vous voyez? Donc, il y a tous ces aspects-là. Les anglophones avaient vraiment demandé qu'on essaie d'appliquer ce common law-là. Et le common law se rapproche même du droit, ce qu'on appelle la jurisprudence chez les francophones là. Ça triche un peu dans le common law. Parce que tu dis que ça ne se rapproche pas. Chez les anglophones, ils veulent avoir des magistrats expérimentés parce que là, ils tranchent sur les problèmes de la société. Un jeune homme qui vient de sortir de l'ENAM, il n'a aucune expérience, rien parfois. C'est eux qui tranchent parfois sur les affaires. C'est pour ça qu'on voit parfois des troubles qu'on a dans le système de la justice au Cameroun. Et alors que le common law essaie parfois d'éviter ça en s'assurant que les juges sont déjà des personnes expérimentées et c'est un avantage. Donc, Bikim, vraiment, je ne sais pas si tu es anglophone ou quoi. Plus parfois tu parles, on a l'impression que tu ne connais même pas ce qui se passe en zone anglophone. Tu parles de la peine de mort. Aux États-Unis, oui, aux États-Unis, il y a la peine de mort et c'est le common law. Tu vois. Merci beaucoup, bon Africa. On va passer à Canon. Canon, tu as tes 2 minutes, vas-y. Canon, tu es là. Canon, on va passer à Binam. Oui, mais c'est effectivement, comme l'a dit One Africa, je pense que Bikim, c'est pas s'il est juste anglophone de par sa langue, ou, enfin, parce que je comprends pas, ses positions sont assez bizarres, bon. Après, quand on sait que le personnage fréquente d'autres, enfin, bref, je vais pas m'appesantir sur ça. Juste pour dire, effectivement, comme l'a dit encore en Africa, ce qui caractérise le common law, justement, c'est que c'est un système qui est basé presque exclusivement sur la jurisprudence. Et c'est quelque chose que justement même le droit romain a commencé à intégrer, c'est-à-dire que contrairement aux pays comme la France où notamment il y a le code civil, donc en fait le code civil est censé avoir réponse à tout, alors que dans le système anglo-saxon, c'est tout simplement les jugements qui ont été rendus précédemment qui ont été acceptés qui font foi. Donc voilà, c'est ça la différence fondamentale. C'est pour ça, par exemple, on voit, ne serait-ce que le système de succession. En France, au Cameroun aujourd'hui, on a adopté le système qui veut que lorsqu'un parent meurt, par exemple, il n'est pas il y a la répartition des biens doit se faire. Donc il n'y a aucun enfant qui est exclu au niveau de la répartition des biens, alors que dans le droit anglo-saxon, l'héritage, la transmission de l'héritage est libre. C'est-à-dire qu'un parent peut décider, par exemple, de donner tout à un enfant et de ne rien donner à ses autres enfants, et ce serait normal. Donc, sa volonté est souveraine. Alors que dans le droit francophone, dans le code civil, tout parent, une fois qu'il reconnaît son enfant, a l'obligation donc cet enfant a automatiquement une part au niveau de la succession. Et on se rend compte, par exemple, pour en revenir au sujet des grâces civiles, parce que si je m'abuse, ce forum est principalement lié à ça, c'est que pour moi personnellement, c'est le système anglo-saxon qui est plus adapté à nos traditions. On peut être d'accord avec nos traditions ou pas, mais traditionnellement, nos parents avaient la possibilité c'était le système Texax Holden, c'est-à-dire que de winner takes all. Le père
de son vivant, pouvait certes donner, transmettre une partie de son héritage à certains de ses enfants, mais il donnait pratiquement tout à son successeur, et son successeur, qui était à charge pour son successeur, soit de donner à ses frères ou pas, il était libre de le faire ou pas. Et aujourd'hui, cet aspect de notre tradition est en totale contradiction avec le code civil camerounais actuel qui oblige justement les parents à faire une répartition entre tous les enfants. Donc voilà par exemple un exemple d'un cas typique et qui montre une inadéquation entre notre système traditionnel qui serait plus adapté au système du common law et le système juridique camerounais actuel qui est d'inspiration napoléonienne, d'obédience. Merci déjà. Cano, tu es là? Cano? Ok. On va passer à Alan. Alan, tu es là, tu peux prendre la parole. Je donne la parole à Bintou pour répondre parce que... Ok, avant de donner la parole à Bintou, on a 30 personnes sur le panel. S'il vous plaît, abonnez-vous massivement. Je vais faire des lives comme ça constamment. Donc abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Binkim, vas-y. Binkim, vas-y. Bon, je ne sais pas pourquoi on a fait ça pour moi, parce que je voulais le prendre sur le fait qu'il a évoqué la jurisprudence, et je voulais lui faire comprendre que c'est vrai, et la jurisprudence applique beaucoup plus dans le common law, mais le système francophone n'applique pas la jurisprudence. Les juges du côté anglophone agissent sur la loi écrite et les codes prévu par le législateur. Et il ne se focalise pas beaucoup sur la jurisprudence. Et je peux vous citer, maintenant on va faire un travail pédagogique pour que vous-même vous compreniez pourquoi ces deux systèmes-là seraient difficiles d'appliquer dans un même pays. Et pourquoi on doit être unanime qu'on adopte un et on avance. Je vous donne les exemples. Je parle sous le contrôle des anglophones qui sont sur le panel. Il a donné quelques restesse. Dans le common law, on passe sur le principe d'arrestation. Le common law insiste fortement sur la présomption d'innocence, le droit au silence, l'assistance immédiate d'un avocat, les garanties contre les arrestations arbitraires. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les policiers sont obligés d'expliquer immédiatement les droits du suspect et respecter les procédures strictes avant de détention. Maintenant, le droit civil du côté anglophone ne connaît pas tout ça. Celui qui pense que je dis une bêtise m'arrête tout de suite. Vous n'allez jamais voir un policier francophone te lire tes droits et te poser une question et tu lui réponds que non, j'ai mon droit de silence. Il répond qu'en présence de mon avocat. Vous n'allez jamais... Il ne va jamais tolérer ça. Pourquoi? Parce que chez eux, c'est beaucoup plus l'inquisitoire, c'est centralisé et dominé par le procureur et le juge d'instruction. Donc quand le juge d'instruction a donné l'ordre, le policier vient te prendre, il n'a rien à foutre. C'est comme ça que ça se passe. Bon, voilà pourquoi, si vous demandez à un policier qui sort de Yaoundé de venir arrêter un politicien qui est à Bamenda, le politicien va se mettre là, il se dit qu'il est sûr que tu ne vas pas l'amener n'importe comment parce que il est dans un territoire qui est régi par le common law, tu dois lui lire ses droits, il doit convoquer son avocat, il a le droit à un appel téléphonique, même étant en détention, etc. Mais mettez-moi au défi. Vous qui avez été interpellé au Cameroun là, mais dites-moi un jour si un policier vous êtes mis vos droits que non. Ici là tu as droit à un avocat, tu peux rester silencieux, on peut te poser des questions, tu dis que je ne réponds pas. Ils ne connaissent pas ça. Voilà là où il y a contradiction. Il y a d'autres contradictions ailleurs. Dans la cour de justice, on appelle ça quoi, les tribunaux. Voici comment les procès se passent. Dans le common law, c'est beaucoup plus oral, contradictoire, surtout dominé par des avocats. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez un juge ou un magistrat, je ne sais pas comment vous appelez, qui est là pour écouter les avocats des deux parties débattre.
et évoquer les raisonnements et défendre leurs clients. Et lui, il tire juste les conclusions sur la base de ce qu'il a entendu, parce que les deux vont débattre naturellement sur la loi. C'est comme ça que ça se passe dans le common law ou chez les anglophones. Mais chez les francophones, le juge est là pour interpréter la loi. Il crée parfois un principe de juridique à travers les donc c'est lui qui fait même le débat. Donc il te condamne sans forcément donner l'opportunité à ton avocat de beaucoup te défendre. C'est ça. Celui qui pense que c'est le contraire, il me contredit tout de suite. Maintenant, quand vous avez un pays qui est obligé d'appliquer ces deux systèmes, dites-moi comment c'est faisable. Voilà pourquoi... Non, là, je te stoppe, Bikim. Tu vas me permettre. Oui. Non, ils sont... Canon, il a dit que si le cœur a une côte... Il y a l'émotion. Il y a eu une minute de motion. Canon finit ton truc. Voilà, Bikim, vas-y alors, il dit que je peux. Maintenant, quelqu'un a voulu me contredire sur la peine de mort. Que j'ai dit que la peine de mort, c'est beaucoup plus le droit civil francophone qui connaissent la peine de mort. Le common law est beaucoup accentué sur la peine capitale, pas la peine de mort. S'il y a encore les États-Unis qui appliquent ça, c'est parce que depuis le 11 septembre, ils ont compris qu'il y a des personnes que c'est pas la peine de les laisser en vie. Et on appelle ça quoi? C'est un bill qui a été passé par le Congrès américain pour évoquer la peine, pour amener la peine de mort après le 11 septembre. C'est-à-dire que dans les pays anglophones, dans le droit civil francophone, on peut te condamner à la peine de mort. Mais les anglophones, le common law est beaucoup plus dans la peine capitale, déjà condamnation à vie. Donc tu restes en prison jusqu'à tu meurs. Mais électrocution, tirée... La peine capitale est égale à la peine de mort. Non, la peine capitale, c'est que tu restes en détention jusqu'à ta mort. Mais la peine de mort, c'est qu'on va tirer sur toi. Peine capitale est une peine de mort. S'il vous plaît, mettez-vous. S'il vous plaît. Il y a ABI. Bonsoir. ABI Force. Good evening. Tu es avec nous? Are you here? ABI, are you here? Quand on donne sa motion, quand on voulait dire quelque chose. Ouais, laisse-moi juger mon panel, s'il te plaît, Bikim. Bon, ABI n'est pas avec nous. Quand on va dire, je te donne Kano, excuse-moi, avant que Kano lance, Mister Si, tu peux te démuter, s'il te plaît. Comme ça, Alan, ça va. Voilà, Alan, c'est bon, tu es rassuré maintenant. Alan. Ok, c'est bon, c'est bon. Il manque tes mots quand même, parce que lui aussi, je pense que lui aussi, il va dire. Lui aussi, là. Vas-y, Kano. Bon, oui, avant de donner ma motion, je tiens à rappeler à certaines personnes qui sont en bas en train de ne pas tapoter, et que ici, c'est un panel où il faut être intelligent. On n'est pas ici pour débattre de Kamto et de Chiroma. On parle du Cameroun. Alors, vous voyez que généralement, il y a beaucoup de personnes qui me poursuivaient partout avec des idioties inutiles. Donc, yes, we can. Ici, c'est un panel intelligent. Donc, fais-toi la douleur quand même de tapoter. Et si tu es capable d'intervenir de manière réfléchie, fais ta demande. Alors, Bikim, j'ai vraiment aimé ce que tu proposes. Mais déjà, de prime abord, je voulais te dire quelque chose qui est personnel. Pour paraître beaucoup plus intelligent prochainement, ne parle plus de Biya, parle de Franck Biya. Propose-nous quand même quelque chose. Là, tu vas paraître intelligent. Ne nous dis plus que Biya a fait non. C'est un échec. Peut-être que comme tu as la photo de profil maintenant, tu diras que bon, peut-être que Franck Biya pourra, peut-être en ce moment, tu vas mieux te faire comprendre. Parce que je sais que ce n'est pas facile chez vous là-bas. Tu vois ce que je dis? Bon, maintenant, je vais revenir sur ce que tu as dit. J'ai l'impression que tu connais très mal les lois camerounaises, je l'ai toujours dit. Même les lois du côté francophone, nous avons les plus belles lois du monde. Sauf qu'elles ne sont pas respectées, au fait. Effectivement, lorsqu'un policier s'amène à toi, il se présente d'abord en premier. Tu donnes les raisons pour lesquelles il te lit tous tes droits. C'est écrit. Je crois qu'en première année de droit, on apprend tout ça. Donc, le véritable problème que nous avons, c'est que les lois ne sont pas respectées, au fait. Ce n'est pas qu'il n'y a pas de lois. Si un jour, il arrive que les lois Cameroun sont respectées, c'est un paradis des lois.
J'ai dit, le citoyen camerounais, si les lois au Cameroun sont respectées, c'est un paradis, même la France. C'est-à-dire que c'est malheureusement le fait que pour maintenir un grabataire au pouvoir, un gouvernement inutile, il a fallu faire fi des lois, c'est-à-dire qu'il a fallu détruire la loi, c'est-à-dire que le procureur ne peut même plus respecter la loi parce que c'est ça au fait, c'est-à-dire que si les lois étaient respectées au Cameroun, c'est que Koumbi n'a pas fait 43 ans de pouvoir, pas du tout, il n'aurait pas fait. Alors il a fallu détruire ce temps de la loi là. Et lorsque tu parles de policiers, qu'est-ce que tu peux attendre d'un policier qui, à sa formation, chante Fosquin Bragagele, le père de la folie, wokolo. Qu'est-ce que tu peux attendre d'un homme comme ça? Qu'est-ce qu'on a enseigné au fait? C'est-à-dire qu'un policier sort de son centre de formation, chante Bragagele, le père de la police. Mais c'est incroyable. Nous avons écouté une fois un sous-préfet tenir un langage aussi ordurier. À l'occurrence, il devait être Bamoun, je ne suis pas les Bamoun, mais je pense qu'il devait être de ce village-là. Où il a dit qu'il n'est pas un sous-préfet comme les autres. Et il était dans un français, tu te demandais qu'il a fait comment pour aller à l'INAM. C'est comme ils enseignaient là-bas. Donc il faut savoir que Biki, nous ne sommes pas en train de... Ce que nous sommes en train de dire et de manière factuelle, ne venez pas nous dire des choses que vous-même vous n'y croyez pas. C'est à la base des choses. Le Cameroun est un parfait État avec une joie manifeste de vivre dans ses lois et dans tout ce qui est prévu. Mais sauf que l'administrateur, celui qui est censé faire que ça soit fait ainsi, n'est que cupide, et peut-être même inutile et stupide. Il n'a rien mis sur pied pour faire grandir et valoriser les choses. Donc je peux te rassurer, d'ici, si le Seigneur se souvient rapidement de la cible, tu verras un Cameroun nouveau. On ne va rien changer. On va seulement faire respecter les lois qui sont déjà là. Et ce qui a été déjà mis sur, ce qui a été prévu. Et tu verras que le Cameroun va changer complètement. On n'ira pas chercher ailleurs. Parce que tout a été déjà prévu. Donc les lois là, c'est les plus meilleures de lois. Les policiers vont apprendre à faire, vont définitivement faire leur travail. Et ils seront même heureux. Parce qu'on va les respecter plus. Ils n'auront plus besoin de demander 500 au détriment des motos des autres ou pour les détruire. Parce que lorsqu'ils vont commencer à faire réellement leur travail, ils vont se rendre compte que le législateur avait prévu de faire des rois, des princes. Tu sais quand même que si tu n'as pas le moyen de t'approuver un avocat, l'État doit te donner un avocat, non? C'est prévu dans les lois camerounaises. C'est prévu dans les lois camerounaises, mais c'est pas appliqué. Attendez, les gars. La FE va toucher à sa fin d'ici 30 minutes, donc j'aimerais vraiment donner l'opportunité aux autres aussi de toucher. Et puis, are you here with us? Oui, je suis là. Je préfère plutôt toucher le volet de l'éducation. Voyez-vous, moi qui est plus ou moins originaire de cette zone, vous allez constater qu'à l'époque, un enfant anglophone savait qu'au secondaire, il a 2 diplômes en face de lui, selon qu'il soit du cycle technique ou bien général. Il a le DCE, Ordinary Level, qui est comme le BEPC. Après ça, il passe son DCE Advanced Level et c'est fini, il est à l'université. Bon, les dernières années, comme moi j'ai vécu dans cette zone, le système francophone avait déjà essayé d'introduire les diplômes comme le baccalauréat, le probatoire, donc un peu comme le BEPC, mais traduit en anglais. Donc un enfant fréquente, il fait tout son cursus, après on lui dit qu'il va composer le BEPC, mais traduit en anglais. Mais l'enfant se pose la question, c'est quoi ça, ce diplôme qu'on appelle le BEPC? Après on lui dit qu'il doit composer le probatoire, mais traduit en anglais. Tu te poses la question, mais c'est quoi le probatoire? C'est quoi tout ça là? Après, on te dit de composer le bac, mais traduit en anglais. Mais où est passé ton DCE, Ordinary Level? Où est passé ton DCE, Advanced Level? Et concernant même le système d'éducation, c'est complètement différent. Pour ceux qui ont fait ce système, c'est le pourquoi je vous dis que ce petit qu'on appelle Bikim là, c'est un petit très dangereux. Vous savez, dans le système anglo-saxon, quand on dit science, tu vas faire, si tu choisis peut-être mathématiques, tu vas faire mathématiques, tu vas faire ce qu'on appelle further mathematics, tu vas faire ce qu'on appelle mathématiques ou statistiques,
Les mathématiques dans le système anglo-saxon est très vaste. Ça veut dire quelqu'un qui a le DCE, Advanced Level par exemple, en mathématiques peut challenger un francophone qui a la licence. Pourquoi? Parce que tu te focalises plus sur ce que tu as choisi. Tu te formes dans ce que tu as choisi. Ce n'est pas qu'on t'enseigne l'histoire, la géographie, les mathématiques, les physiques. Pour finir, tu ne sais pas dans quoi exactement tu es spécialisé. Donc, le système francophone, en cherchant à introduire les histoires comme le baccalauréat, le BEPC, le probatoire là-bas, a créé plutôt un désordre où un enfant anglophone ne pouvait plus vraiment t'expliquer dans quoi il se retrouve. Tu t'es formé dans quoi? Tu as quel diplôme? Parce que même le DCI, pour finir, dans les zones anglophones, moi personnellement, je peux pas vous expliquer ce que ça servait. Et la valeur même du DCI. Je peux prendre l'exemple sur ceux qui sont en enseignement technique. Tu es entré. Le technical DCI, Advanced Level, se fait en une seule phase. Tu fais la théorie, tu fais la pratique, tu composes, on lit les résultats. Tu as réussi, oui. Tu as échoué, c'est bon. Tu reprends. Mais dans le système francophone, ça se passe comment? Tu passes d'abord la phase théorie. On dit déclaré admis. Tu as le bac théorie. Tu fais la pratique, donc tu peux échouer la pratique. Au finish, tu as quoi? Tu n'as pas le bac parce que tu as réussi la théorie. Tu as fait la pratique. Mais dans le système anglo-saxon, ce n'est pas comme ça là. Tu fais la théorie, tu réussis. Tu fais la théorie et la pratique et les résultats sortent. Okay, Ce n'est merci plus beaucoup, la Monsieur ABI. Thank you for your intervention. We're gonna switch around. Okay. Alan, vas-y. Après, Jet va prendre la parole. C'est à 3 minutes. Oui, le problème de Big Kim fait ce que l'État camerounais a toujours passé son temps à faire. C'est-à-dire que opposer les gens, opposer les lois, comme là, dans son discours, il a fait qu'opposer le common law et le droit civil du système français, tout comme il y a toujours cette opposition entre nos droits civils et la loi coutumière au Cameroun. Elles sont toujours en opposition. Tout ce que ce gouvernement a réussi à faire, c'est d'opposer tout le monde jusqu'au système juridique. Parce qu'il a fait il a dit certaines choses assez essentialisantes, qui ne sont même pas assez justes. Il commence en affirmant que le système francophone n'applique pas la jurisprudence, alors que c'est quelque chose d'archi faux, en fait. Hein? Parce que, on va dire ça, le droit civil, justement, comme on a connu la jurisprudence, mais avec une forme différente. Hein? Et ça, c'est l'erreur, pour moi, c'est l'erreur le plus classique chez les non-juristes comme Bekin, qui confond deux notions, notamment le président contraignant de la common law et la jurisprudence comme étant la source d'autorité dans le droit civil. Parce que quand on regarde le common law, généralement la décision d'une cour supérieure dans le common law lie toutes les cours inférieures. Donc un juge ne peut pas s'écarter d'un précédent, sauf à distinguer les faits. Donc c'est généralement un système qui est malheureusement verticalement contraignant, alors que le droit civil français, allemand, camerounais, francophone, quand il y a une décision qui est prise de la haute juridiction, notamment la Cour suprême, le Conseil d'État, ils ont en pratique, ils exercent une autorité de fait considérable. Et donc, un juge de première instance qui va ignorer une jurisprudence constante de la Cour suprême va s'exposer à la cassation de son jugement. Vous voyez? Donc, le droit civil camerounais de la partie francophone tient compte de la jurisprudence. Et c'est ce que Bekim ignore. Il ignore que les juges camerounais francophones utilisent quotidiennement des recueils de jurisprudence. Le juge juridique. Il y a des vides juridiques. Entre vide juridique, je viens de t'expliquer là concrètement ce que c'est qu'une jurisprudence. Le vide juridique, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc, ce que tu ignores, Bekim, c'est que les juges camerounais francophones utilisent quotidiennement donc des recueils de jurisprudence, comme les arrêts de la Cour commune de justice et d'arbitrage. Donc, nier une jurisprudence en droit civil, c'est ignorer comment fonctionne vraiment la formation des juges à l'ENA, où on enseigne la technique de l'argument par précédent jurisprudentiel.
Je prends un exemple concret, hein. D'un exemple simple. Et il y a la Cour suprême camerounaise qui siège à Yaoundé, donc que tout le monde connaît, qui avait rendu en 2006, je crois, un arrêt important sur la responsabilité médicale. Et depuis cet arrêt-là, tous les tribunaux de première instance, y compris sur le droit de Yaoundé, citent souvent cet arrêt. Donc si un juge, par exemple, Bafoussam, qui rendait une décision qui est contraire, il serait cassé. Donc dans la pratique, la jurisprudence s'applique aussi en zone francophone. Donc ça, là, tu vas pas prendre la jurisprudence pour parler vite. Ça c'est un autre, ça c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Pareil encore quand tu as parlé du common law, tu as dit, je crois que dans le common law, c'est un débat entre avocats, juges, écoute, les conclusions, etc. Ça c'est deux modèles théoriques qui normalement dans la pratique convergent, qui ne s'opposent pas, elles convergent. Parce que je prends un autre exemple dans la partie francophone, où on a eu assisté à une audience correctionnelle au tribunal de première instance de droit, là, je sais plus quand, et vous allez voir parfois des avocats qui vont plaider et interrompre le procureur et citer les arrêts de jurisprudence. Le juge va écouter, il va prendre des notes, puis il va rendre sa décision qui est motivée. Donc, la seule différence que le juge peut compléter, c'est l'instruction d'office. Ce qui est généralement rare. Mais il ne va jamais condamner sans écouter l'avocat. Ça, c'est un motif de nullité, clairement. Donc, l'erreur de ton erreur, c'est que tu prends le modèle de juge d'instruction qui existe en droit civil, mais qui n'existe pas en common law. Et ce magistrat instructeur enquête, mais il ne va pas juger. Et c'est le tribunal correctionnel qui va juger avec débat oral. Or, au Cameroun, le système mixte, donc le système de droit civil et de common law, c'est pas instruction et jugement. Donc, tu as fait un embarras sur les deux phases. Tu comprends? Donc le gouvernement camerounais n'est pas structurel, mais il est sur le plan pratique. Parce que les juges d'instruction francophones abusent souvent de la détention provisoire et les juridictions de contrôle sont lentes. Contrairement à la zone anglophone où avant la crise, les magistrats de common law abusaient aussi parfois de la détention, faute de moyens, mais les garanties procédurales sont équivalentes sur le papier. Donc tu vas pas venir faire des choses comme ça, faire des oppositions et dire certains éléments de choses qui ne sont pas assez vrais. Pareil même pour le cas de la peine capitale, la peine de mort. C'est des synonymes. Il n'y a pas de différence, comme Benamaru a dit. C'est des synonymes. Donc tu. Attends. Il n'y a pas de différence. Merci beaucoup, Alan. Death sentence and life sentence is the same thing. Death sentence and life sentence is the same thing. Ce sont des synonymes, il a dit. Non, ce ne sont pas des synonymes, c'est deux choses différentes. Je dis encore que d'abord la terminologie, peine capitale et peine de mort, sont strictement synonymes. Le terme capital punishment se traduit par la peine de mort. Et tu sembles opposer donc une prétendue peine capitale sévère à une peine de mort qui est une supplice. C'est un non-sens juridique. Maintenant, si je passe au niveau des faits, si on prend les faits, on va voir les États-Unis, justement, qui ne sont pas le seul pays de la common law à avoir la peine de mort. La Chine, par exemple, qui a le droit civil, qui n'a pas la common law, applique massivement la peine de mort. L'Inde qui a la common law l'applique rarement, par exemple. Explique-moi la version anglophone, death sentence and life sentence. Attendez, on va faire tourner la parole. Tu veux quelqu'un en prison, on te dit que that man is serving life. On dit que that man is serving life, ça veut dire qu'il est là jusqu'à la fin de ses jours. Mais quand on dit que quelqu'un est sur death sentence, ça veut dire qu'on a désigné un jour où on va électrofiquer ou bien non, pas toujours. On doit prendre sa vie, on attend que Bikimi, toi s'il te plaît. Merci. Alan, on va passer à toi après. Je vais descendre sur Jet. Je vais 30 secondes. Non. 30 secondes pour dire que c'est que Bikimi dit vrai. Non, 30 secondes s'il te plaît. Non, Jet attend depuis. Jet, vas-y. Alors, moi, ce que je voudrais dire vraiment, c'est que vous voyez, nous voici Africains en train de nous crêper le chignon, comme on dit, à cause des histoires, des principes, des normes des autres, des valeurs des autres. Dans nos palais royaux, et je prends le cas en l'espèce à Banjul, j'ai vu de mes propres yeux, j'ai assisté à une séance judiciaire présidée par le roi lui-même de Banjul. Donc c'est pour dire que, là au palais royal, donc nous avons nos institutions judiciaires qui ont été bafouées, mises de côté par la force coloniale. Il faut donc qu'on revienne sur ça, vraiment. Que ceux d'entre nous qui sont allés à l'école française, à l'école britannique, anglaise, qu'ils utilisent ces techniques-là
rien que les techniques, et qu'ils prennent le paradigme de nos traditions pour créer nos propres corpus juridiques et judiciaires. Vraiment. Et pour ce qui concerne dans les Grassfields, je plaide pour ça. Nous devons reconstruire le corpus juridique et judiciaire des Grassfields en partant de nos propres racines. Et pour ce qui va concerner les techniques procédurales, oui, le code de procédure, on pourra éventuellement s'inspirer de ce qui se fait de mieux en termes de technique pour protéger les droits individuels, les droits fondamentaux. Voilà ce que je voulais dire. Vraiment, sortons de ces histoires de crépage de chignons sous fond de commerce colonial. Merci. Ok, merci beaucoup. Canon, avec le temps de Jet, vas-y. Oui, non, je voulais juste te rappeler, bon, quand je dis que Biki a raison, c'est juste à ce niveau où il déclare, sa dernière déclaration est vraie, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont condamnés à vie et puis des gens qui sont condamnés à être exécutés. Ça, c'est il y a un jour, parfois lui-même il ne connaît pas le jour de son exécution, mais il est là. Les personnes qui sont au couloir de la mort, généralement c'est comme ça qu'on dit, le couloir de la mort, il ne sait pas à quel jour on pourra venir le dire après 2 jours que bon, ton exécution c'est dans 2 jours, bien c'est le lendemain, un truc comme ça. Donc il est juste au couloir de la mort. C'est ce qui fait une peine, une double peine pour lui, parce qu'il ne sait pas le jour où il va être exécuté. On peut l'exécuter aujourd'hui, demain. Donc, il n'a pas le droit de vivre, parce qu'on peut venir t'interpeller là pour lui dire que bon, ton exécution c'est le lendemain, c'est ce soir, ou voilà. Maintenant, il y a ceux qui sont condamnés à vie, c'est-à-dire qu'il restera en prison jusqu'à ce qu'il décède de lui-même, quoi. Donc, c'est juste cette légère précision que je voulais dire, oui, à ce niveau, oui, Biki m'a raison. Bon, c'est deux sentences différentes, en fait. Ok. Merci beaucoup. Robin Hood. What's going on, bro? You just listening? Oui, je viens de rentrer, j'écoute les gens. Donc... Ok, cool. Biki, vas-y. But you say that in 30 minutes, right? Are you going to stop the live for pretty soon, or are you going to keep going? You just said that, right? Yeah, I just said that, but I'm gonna let it go for a little bit longer, so okay. It's all right. We can go ahead. Bon, déjà, Kevin, merci de nous avoir prêté ton panel. Très beau casting ce soir. Tu nous as épargné des bidons vides qui viennent crier et parler des choses inutiles. On a eu des panélistes respectueux. Je te félicite pour le casting. Maintenant, je voulais ajouter à la suite de ce que M. Kano a confirmé que dans le cas de peine de mort, la seule personne qui peut révoquer une peine de mort, c'est un gouverneur pour les États fédéraux ou un président, le true presidential pardon. Ça veut dire que quelqu'un peut avoir été condamné à peine de mort et il reçoit un pardon présidentiel et on révoque ça et il est libre. Donc, c'est pas très souvent. Maintenant, je ne suis pas un juriste. J'aurais aimé parler sur le contrôle d'un juriste qui est certainement en train de nous écouter, enfant de Yak, sur cette notion de jurisprudence. Comment la jurisprudence s'évoque? Ça s'évoque dans les cadres où il y a des crimes ou des actes désignés comme des crimes, où il n'y a pas un texte de loi qui condamne ce type de crime déjà. Par exemple, aujourd'hui au Cameroun, il n'y a pas une condamnation désignée pour le cyberharcèlement. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont harcelés sur les réseaux, etc. Il n'y a pas un texte qui dit que tu reçois 6 mois de machin ou bien de soucis, etc. si tu es condamné pour cyberharcèlement. Maintenant, la jurisprudence entre en jeu où un Camerounais est victime de ça,
qui lui coûte quelque chose, peut-être traumatisme, ou je ne sais pas, il peut même se suicider à cause de ça. Et un juge trouve utile de désigner une condamnation pour ça, même s'il y a un texte de loi qui n'existe pas. Il n'y a aucun texte de loi qui existe pour condamner cet acte. Un juge trouve que non, on ne peut pas laisser passer ça. Il faut que le coupable soit enfermé pour 5 ans pour cette si belle harcèlement. Et c'est cette décision du jour-là qui crée ce qu'on appelle la jurisprudence, parce que ça émane c'est une décision de justice qui n'était pas qui n'était pas régie par le législateur, ça n'existait nulle part. Maintenant, après ce jour-là, les prochains juges vont utiliser la date et en date case comme un texte de jurisprudence pour condamner les gens qui seront dorénavant coupables de cybercriminalité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si c'est fait aujourd'hui, en 2026, si on veut condamner quelqu'un d'autre, on va dire sur la base des cases against Mr. X contre Y sur telle affaire, on te condamne à 5 ans parce que c'est ce qu'il lui avait reçu. Il ne lit pas un texte de loi, article machin, il lit un case qui avait existé et il applique la jurisprudence à ce moment. Je ne sais pas si on a la même définition, Alan, mais c'est ce que moi j'ai appris avec les petits cours que j'ai reçus. Et quand je vous dis que le common law connaît ça et le code, le machin civil des francophones là n'applique pas trop ça, et quand ils trouvent que tu as commis un crime qui n'existe pas, comme la sorcellerie ou je sais pas quoi, qui n'existe pas, ils disent ici il y a une vide juridique, on va séjourner, ou bien ils trouvent un moyen de laisser passer la chose jusqu'à ce qu'ils convoquent encore le législateur pour écrire un texte de loi ou article de code pénal pour condamner ça. Mais ils ne peuvent pas condamner sans qu'un texte n'existe. Voilà ce que je voulais préciser en tant que once more for the opportunity. Je ne sais pas si certaines personnes ont joué, et peut-être ça va être un peu... Je voudrais répondre, si possible, sur ce qu'il vient de dire. En matière pénale, l'application est stricte. En matière pénale, on ne peut pas condamner un individu pour quelque chose qui n'a pas été explicitement prévu par la loi pénale. On ne peut pas le condamner pour un acte qu'il aurait commis sans que tel acte ait été explicitement mentionné dans le code pénal, avec la sanction qui va avec, le taux de peine qui va avec, en matière pénale. Donc ce qui fait que un juge ne peut, en matière pénale, le juge est tenu de manière beaucoup plus stricte comparativement à la matière civile. Donc ce que tu dis là, que quelqu'un, il a fait quoi, que ce n'est pas mentionné par la loi... Les exemples papa. Je peux vous citer les exemples papa. Il y a eu un whistleblower, ancien fonctionnaire de la NSA aux États-Unis, qui a démissionné. Les gars, excusez, je vais couper le live dans 30 minutes. Alan va gérer. Donc, si je ne vous écoute pas, si je ne parle pas déjà, désolé. Mais merci d'être passé. Vous pouvez rester, parler. Alan va gérer le live. Il va mettre le temps et tout. Et merci à tout le monde. Oui, voilà. Donc, je le dis pourquoi. Parce que je dis que dans le code de procédure pénale, il y a le code de procédure pénale et le code pénal. Voilà. Il y a la procédure qui est la forme et il y a le code qui est le fond. Vous voyez? Au niveau déjà de la procédure, on indique quels sont les... Tu peux avoir raison dans le fond de l'affaire, mais si tu ne respectes pas la procédure, c'est-à-dire la forme, le process pour présenter ton cas devant la juridiction compétente, tu risques d'être mis à côté. Rien que sur la forme, on dit votre plainte n'est pas recevable parce que vous êtes arrivé en retard. Il y a certes eu ce délit-là, mais ce délit-là, vous deviez porter plainte avant telle date. Comme vous avez dépassé le délai pour porter plainte, eh bien, ça tombe à l'eau. Vous voyez?
même si on vous a commis, ou même si vous avez subi des préjudices, etc. Donc ça, c'est la forme. Et dans le code de procédure pénale, qui est d'application stricte, un juge ne peut pas se permettre de venir rajouter ses conneries, ou sa pensée, ou sa philosophie, son idéologie. Vous voyez? Pour faire à sa guise. Normalement, ça doit être frappé de sanction. Voilà ce que je voulais dire. Donc c'est... Tu es d'accord avec moi qu'il y a des nouveaux crimes? Pardon? Est-ce que tu es d'accord qu'il y a ce qu'on appelle les nouveaux crimes? Mais tu me dis les nouveaux crimes, tout crime, en tout cas tout acte. Les crimes que le législateur n'a pas prévu dans ses textes. Quand il a désigné le code pénal. Je dis que je suis dans le code pénal. Oui. Si le législateur n'a rien prévu, oui. Qu'est-ce que le juge fait? Il laisse passer. Il te relaxe. Oui, le juge se déclare incompétent. Non, c'est pas incompétent. Je vais dire ceci. Écoute-moi très bien. Je veux dire ceci. Quand quelqu'un, on est dans le code pénal, hein, donc quand quelqu'un pose un acte, on va le juger conformément à la loi. Et la loi, dans son application, vérifie que cet acte-là, comment j'ai dit que tous les éléments constitutifs sont réunis pour que la loi sanctionnant cet acte-là soit qualifiée d'acte pénalement répréhensible. Je donne un exemple concret. Imaginons quelqu'un qui commet l'acte, il prend un fusil, il tue quelqu'un. Dans les faits, il a commis un acte, il a assassiné quelqu'un. Donc, conformément à la loi, toute personne qui commet un meurtre est condamnable par la loi et la sentence c'est tant. Voilà ce que la loi dit. Maintenant, quand on va aller pour juger cet individu, si on se rend compte que cet individu, en fait, il a tué, certes, mais en fait, il était en état de démence. Vous comprenez? Je dis qu'au moment où il a commis son acte, il était en état de démence. Donc, à ce moment-là, de toute façon, qu'est-ce qui va se passer? La victime, c'est-à-dire que la partie civile, c'est les parents de la personne décédée, et le procureur de la République, qui représente la société, vont mettre l'action publique en action, comme on dit, et ce meurtrier va être arrêté. Et ce meurtrier, donc, va passer l'étape préliminaire qui consiste à faire, comment dire, il va être mis en examen. On va donc commencer maintenant à checker qu'est-ce qui s'est passé, enquêter. Et donc, lui, l'accusé va voir son avocat. Donc, le procureur va dire, ce monsieur, il est mis en accusation pour meurtre. Voilà l'accusation qui va être portée contre lui. Il va maintenant falloir que cette accusation-là, qu'on investigue et qu'on voit si est-ce qu'il était seul, est-ce qu'il y avait des complices ou pas, jusqu'à ce que l'affaire ayant été instruite, comme on dit, ayant été instruite, ça veut dire que préparée, il y a eu des contradictoires des deux parties, jusqu'à ce que maintenant l'affaire soit prête à être jugée. On va donc transporter cette affaire maintenant prête à être jugée devant la juridiction compétente pour juger, parce que la juridiction qui juge et rend la sentence n'est pas la même qui a instruit l'affaire. Et donc, si au cours de l'instruction, l'avocat de l'accusé dit comme quoi, pour la défense de son client, dit, voilà, mon client, il a certes commis un acte où il y a eu un meurtre. Mais sachez que pendant cet acte-là, il n'avait plus ses sens, il était sous la démence, un diable était rentré en lui, ou je ne sais pas quoi. Et à ce moment, en soulevant cet élément de la défense, ça va provoquer une expertise, où on va demander à un psychiatre ou bien quelqu'un de compétent médicalement d'aller analyser ce monsieur. Donc si le psychiatre compétent, par son rapport, dit qu'effectivement ce monsieur il est dans une situation de démence, il a comme s'il a des crises de folie. S'il y a ce rapport médical qui le dit, eh bien, les éléments constitutifs de la loi, tels que prévus dans le code de procédure et le code pénal, font que ce monsieur il peut sortir acquitté. Tout simplement parce qu'il n'était pas dans son état, en fait. Vous voyez? Et ce juge-là ne pourra pas appliquer cette loi-là, qui est en fait applicable aux personnes qui commettent un meurtre en ayant leur sens. Tout leur sens va être acquitté.
ans de prison et ensuite l'emprisonnement à vie. La thèse de l'instabilité mentale défendue par ses conseils n'a pas suffi à faire plier les juges. Parce qu'après la fusillade, disent-ils, elle a essayé de s'enfuir, preuve qu'elle était consciente au moment des faits et que son acte était prémédité. Les faits remontent à 2022 à Atlanta. Raïssa, frustrée par... Eh bien oui, voilà. Eh bien, ce que le frère Tano vient de montrer là, rien que ce passage qu'on vient d'écouter là, ça prouve ce que j'ai dit. Vu que l'avocat du meurtrier, il a voulu introduire quelque chose de spécifique pour dédouaner son client. Mais on a prouvé que, après avoir fait ça, il a fui. Donc, preuve qu'il n'a pas perdu sa tête. Voilà. Il est question de savoir, avait-il perdu? Voilà. Il est question de savoir, avait-il perdu? Juste pour appuyer ce que tu venais de dire, parce que oui, effectivement, hein, mais ça, c'est la technicité de la loi et c'est l'avocat qui maîtrise ça, tu sais. C'est pour ça qu'on dit que c'est les avocats, c'est les maîtres. Ils doivent maîtriser. Donc, quand tu as cette technique-là, tu maîtrises cette technicité de la loi, ils sont maîtres. C'est pour ça qu'on dit maîtres. Et ils savent ce petit point. Mais de manière ramassée pour nous autres, lorsque je parlais de la peine de death sentence et de spend the rest of life in the prison, je voulais juste dire, en ce qui me concerne, hein, qu'il y a une différence un peu. Mais au Cameroun, on a, lorsqu'on lorsqu'on lorsqu'on